Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez un nouvel épisode de Sans titre enregistré au Centre Pompidou. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'artiste Justine Aymard. Bonne écoute. Donc Justine, tu es artiste plasticienne. Ton travail explore les interactions, le dialogue entre le vivant et le synthétique, entre l'humain et la machine, entre les sciences et l'intelligence artificielle. En associant différents médiums de l'image, photographie, vidéo, réalité virtuelle, tu développes des installations immersives et collaboratives qui s'appuient sur les neurosciences et le deep learning. Tu participes à de nombreuses expositions en France et à l'étranger, Musée d'art contemporain de Tokyo, au Louvre-Lens, etc., etc. Tu es également lauréate de nombreux prix, dont la commande photographique nationale Image 3.0 du CNAP en 2020. Pour terminer cette brève introduction, j'ajoute que tu es directrice artistique du pavillon français pour l'exposition universelle 2025 de Tokyo et que tu interviens comme professeur invité à l'école du Frénois. Mais ça, parmi plein d'autres choses du même acabit, tu l'as compris, l'objectif c'était pas de faire une liste exhaustive de toutes tes casquettes et activités. Voilà, de situer rapidement ta pratique. Traditionnellement, on commence par la formation. Voilà, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Merci. Merci pour cette belle introduction. Je précise juste que l'exposition universelle, ce sera à Osaka. Ah, d'accord, oui, ok. Et merci beaucoup pour cette invitation. Je pense que c'est important le travail que vous menez, ce projet sans titre. Et en effet, les parcours, c'est hyper important d'en parler parce qu'on n'a pas souvent l'occasion. Et en tant qu'artiste, il n'y a pas un chemin tracé pour trouver sa voie. Moi, je dirais que en amont de la formation, j'ai toujours voulu être artiste. C'est quelque chose qui s'est vraiment imposé à moi depuis très longtemps. C'était pas forcément artiste dans le sens peinture, dessin, pratique classique, mais vraiment cette idée presque d'inventer des choses, de bricoler. Et donc tout de suite, j'ai été énormément influencée par cette envie. Ne serait-ce que par mon lycée, où j'ai fait un bac littéraire avec une option art plastique et histoire de l'art. Donc, il a été vraiment la première, en gros, formation. Notamment, ce qui m'a vraiment marqué, c'est tous les cours de philosophie qu'on a en formation littéraire, qui ont été vraiment aussi des étapes fondatrices. J'ai fait une école d'art à Clermont-Ferrand. Donc, j'ai un DNSEP. Pendant mon cursus en école d'art, je suis partie un semestre aux États-Unis, ce qui a été aussi un choc culturel et une façon de travailler et de m'autonomiser et de finalement devenir indépendante assez tôt, qui a vraiment beaucoup compté dans mon parcours. Et puis, suite à mon DNSEP, j'ai attendu 1 an, 2 ans, puis j'ai repris mes études avec un master en conduite de projets culturels, management de direction de projets culturels, qui était un master à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand et qui s'est avéré être très complémentaire de ma pratique aux Beaux-Arts, dans le sens où ça me donnait vraiment des clés pour quasiment entreprendre dans la culture, parce qu'aujourd'hui, être artiste, c'est être un petit peu entrepreneur. Et je trouvais que j'étais pas assez... il me manquait un petit peu cette partie-là. Donc ça a été une façon d'organiser, de gérer des projets, d'apprendre comment est-ce que les écosystèmes fonctionnent. Et ça a été un master assez enrichissant. C'est quelque chose dont tu souhaiterais que ça soit intégré directement aux formations artistiques, tout ce volet-là? Alors, je pense que la formation des beaux-arts, elle est fondamentale parce qu'il faut d'abord construire sa pratique. C'est essentiel. Mais j'étais hyper jalouse de plein de potes que j'avais qui faisaient des doubles diplômes, Sciences Po, mécanique, ingénierie. J'étais super jalouse parce que c'était pas possible. Les écoles d'art, encore à l'époque, j'ai eu mon DNSEP en 2010, c'était vraiment isolé du système LMD, licence, master, doctorat. Et il n'y avait pas tellement de possibilité de faire des doubles diplômes ou des ponts. Mais pareil, sciences politiques, ça m'aurait fasciné, de mécanique, de pouvoir suivre 2 cursus à la fois. Et je pense que au niveau de la force de travail, c'est possible. Et ça peut même enrichir une pratique artistique. Mais voilà, c'est difficile aujourd'hui de refaire le passé. Et tu as ton diplôme en 2010. Comment ça se passe tes premiers pas en tant que créatrice?
Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, déjà toi, comment ça s'est passé, comment t'as avancé, comment t'as fait tes premières expos, comment t'as développé, et puis quels peuvent être aussi les obstacles qui sont sur le chemin quand on fait ce genre, quand on a le diplôme, quoi. Alors, mes premiers pas, tout de suite, j'ai pris une direction radicale, c'est-à-dire que j'ai été invitée à créer dans une résidence qui était une résidence dans un centre de réalité virtuelle. Ça a été un an génial parce que je me suis formée à la programmation, aux techniques de moteurs de jeux vidéo. C'était au début de la démocratisation de la VR. C'était l'époque où il y avait encore des caves dans les universités. Et j'ai passé une année de recherche absolument incroyable, avec beaucoup d'expérimentation, de détournement, une pratique du numérique, mais de détourner des outils existants pour faire des œuvres. Et j'ai créé ma première installation en réalité augmentée, Screencatcher, en 2010-2011. Et c'est une installation que j'ai exposée, que j'ai beaucoup exposée dans plein de pays parce que c'était un format qui pouvait voyager. Et donc, en fait, j'ai eu cette première installation qui, finalement, était assez facile, qui pouvait voyager assez bien. Et j'ai tout de suite commencé à exposer dans plein de pays. Donc, ma première expo solo, c'était dans une galerie en Norvège. Puis, j'ai exposé ensuite en Suède, au Brésil, dans plein de pays incroyables. Et puis, c'était au tout début de la réalité augmentée. Enfin, le moment où je travaillais, l'iPad 2 n'était pas encore sorti. Donc, il y avait que les caméras de selfie sur les iPads. Donc, en fait, je développais sur des tablettes Android qu'il fallait louer à chaque fois puisque personne n'avait de smartphone. Et au fur et à mesure des années, ça a été hyper chouette que la technologie puisse évoluer. Et puis, les gens téléchargeaient une application et c'est devenu une œuvre hyper facilement transportable. Et donc, finalement, cette ressource des œuvres numériques qui sont facilement déplaçables m'a permis d'exposer très tôt à l'étranger. Donc ça a été vraiment très, très chouette de pouvoir échanger avec un milieu international. Peut-être les difficultés que j'ai rencontrées, c'est un peu cette immensité quand on sort des beaux-arts, de plein de projets, plein de propositions. On dit oui un peu à tout, parfois sans trop réfléchir. Et on se retrouve confronté à des discriminations aussi ou à des choses un peu moins rigolotes. Et notamment, un sujet qu'on n'aborde pas assez, c'est celui du harcèlement. Je pense que c'est essentiel d'en parler aujourd'hui. On en parle de plus en plus, quoique dans l'art, il n'y a pas encore eu énormément de témoignages, mais c'est quelque chose auquel j'ai été confrontée dans le fait que on se retrouve avec des commandes, on se retrouve avec des relations avec des gens du monde de l'art qui souvent sont très âgés. Nous, on est un peu des bébés quand on sort des écoles d'art, on est très naïfs. Et si je l'aborde aujourd'hui, c'est parce que les mécanismes qui se mettent en œuvre sont assez pervers et j'en ai pris conscience vraiment très tard. Mais notamment tout ce qui est perte de confiance en soi. Quand on est harcelé, on se dit qu'on n'est pas légitime à être là pour notre travail. Et du coup, moi, quand ça m'est arrivé, j'ai eu cette perte de confiance. Et ça m'a mis énormément de temps de pouvoir reconstruire une pratique en ayant confiance dans ma pratique parce qu'il y avait eu cet événement malheureux. Et puis, j'ai mis du temps aussi à m'être rendu compte que je m'étais fait agresser sexuellement. Puisque à l'époque, on n'en parlait pas. La première chose qui vous vient, c'est aussi ce sentiment de honte, où on a honte, on n'ose pas en parler. Et puis, les mécanismes de manipulation sont souvent des relations de pouvoir et des relations où on nous fait croire que si on parle, on peut détruire notre carrière. Et quand on est jeune artiste, on n'a pas envie de partir avec des bâtons dans les roues. Donc moi, mon moyen de contournement pour m'être échappé de cette situation, c'était l'humour. Parce que de prendre tout un peu à la rigolade et de prendre du recul comme ça a été une façon finalement de me sauver. Mais j'ai vraiment eu peur pour ma vie, pour ma sécurité. Et je trouve que voilà, c'est un sujet un peu lourd, mais c'est important aussi d'en parler parce que ce milieu de l'art, il est gigantesque, il est immense. Et je pense que malgré tout, il ne faut pas tout accepter. Il ne faut pas accepter tous les projets. Il faut vérifier, puis il faut demander conseil à ses aînés. Moi, j'ai pas assez demandé conseil à un moment parce que j'avais envie de tracer ma voie. Et aujourd'hui, tous les jeunes artistes ou tous mes anciens étudiants du Frénois, je prends toujours du temps pour eux, pour leur recommander des personnes, des sujets. Et c'est vraiment important de se protéger aussi.
Et tu t'estimes protégé aujourd'hui de ça, justement? Après 15 ans de carrière, en vieillissant, on a une autre façon aussi de... Ouais. On voit, on flaire, en fait. On a, on a cet instinct. D'accord. Okay. Et puis, en fait, même si on a l'instinct quand on sort et qu'on a 22 ans, on contredit cet instinct parce qu'on a envie de faire des choses. Donc, en fait, c'est toujours se fier à ce qu'on sent. Et même les relations dans le milieu de l'art, il y a des relations très toxiques et il faut toujours faire confiance à son instinct, je crois. Merci beaucoup. Merci pour ce partage. Aujourd'hui, comment ça se passe? Où est ton équilibre? Comment tu gères les expos? Comment tu bouffes, en fait? C'est quoi qui te fait bouffer aujourd'hui? Alors, moi, j'ai toujours travaillé en complémentarité de mes études. Quand j'étais aux Beaux-Arts, je donnais des cours d'art plastique dans une école primaire. J'ai toujours fait énormément de choses. Je crois que je trouve mon équilibre dans le fait de faire plein de choses. Et paradoxalement, de faire plein de choses, ça me recentre sur ce qui est important et sur ma pratique. J'ai eu plein de jobs, tous variés. Je dirais que je travaille tout le temps. Enfin, quand on est artiste, c'est difficile parfois de faire le distinguo entre la vie perso et la vie professionnelle. Mais je pense que j'ai un rythme de travail assez acharné. Et c'est quelque chose que j'adore, qui me plaît. Et qui se partage aussi sur plusieurs fuseaux horaires. Puisque en ce moment, je travaille beaucoup avec le Japon. Mais de travailler avec le Canada, la Polynésie. En fait, il y a quelque chose d'assez grisant de faire des zooms à 7h du matin ou à 22h. Mais j'aime bien cette intensité. Après, comme je le disais, j'ai toujours travaillé dans des domaines qui sont plus ou moins proches du domaine de l'art, mais notamment, quand je suis sortie de l'école, j'ai beaucoup travaillé dans le théâtre, puisque très tôt, on m'a sollicité pour projeter mes œuvres sur scène, pour faire des scénographies vidéo. Et à l'époque, j'y connaissais rien. Je prenais mon logiciel de montage, je faisais le second moniteur sur le vidéoprojecteur sur scène. Il n'y avait pas encore tous les outils de vidging, de mapping qui existent aujourd'hui. Et finalement, le milieu du théâtre, c'est un milieu qui est mieux rémunéré finalement que les arts plastiques. Enfin, il y a quand même des chartes, il y a des budgets qui sont beaucoup plus conséquents. Et donc, de faire plein de projets parallèles comme ça, un petit peu en sous-marin, parce que c'est pas des choses forcément que j'ai mis sur mon site ou des projets, voilà. J'ai aussi fait énormément de spectacles pour les jeunes publics. Ça, c'est des choses pareilles, j'en parle pas officiellement, mais c'est génial de penser des spectacles pour les enfants avec de la vidéo, avec de la scénographie, avec des objets sur scène. Et donc ça, c'est des choses qui, à la fois, étaient des jobs et qui, en même temps, ont complètement nourri ma pratique. Et puis, petit à petit, m'ont amené sur la voie de la performance, donc à faire des performances, à imaginer des choses. Et je trouve que c'est essentiel de pas être dans un milieu. Enfin, il y a un moment, j'aurais pu presque me construire une carrière d'intermittente du spectacle. Là, ça s'est calmé, mais j'avais énormément de demandes pour des scénographies vidéo, mais en fait, je pouvais pas tout faire. Et je trouve que c'est chouette d'avoir aussi d'autres milieux dans lesquels on intervient. L'intermittence, c'est un chemin souvent dans le secteur dans lequel le secteur artistique dans lequel t'es, c'est souvent un chemin que les artistes essayent de prendre. Toi, ça t'a pas attiré? Non, je me sentais pas légitime. Puis je pense qu'on n'a pas le droit, quand on est artiste plasticien, d'être intermittent. Enfin, pour vendre des œuvres, c'est compliqué. Et puis, j'avais pas envie d'être dans ce stress que je voyais permanent pour faire ces heures. Je vois. Ouais. Et puis, j'étais pas à cet endroit-là. Ouais. J'étais pas à cet endroit-là. Mais c'est un super statut, hein, franchement. Oui. Non, mais souvent, quand tu parles avec, j'en sais rien, Dominique Moulon, dont on a parlé au téléphone, qui a été invité ici, ou Gilles Alvarez, ou même David et Luc, dont on parlait tout à l'heure, c'est vrai que souvent, tu vois bien qu'il y a une vraie porosité entre l'art du spectacle et l'art numérique, en fait, et que souvent, quand même, les artistes, ils aiment bien aller par là. Disons que dans les systèmes de production peut-être que j'ai eu ces dernières années, c'est influencé de ces structures proches du spectacle vivant.
Ça m'est arrivé pour des projets de fonctionner par résidence dans des théâtres ou dans des lieux avec des productions, même des coproductions. Et c'est quand même un super modèle, mais qui a ses limites parce que quand on crée une installation, c'est vraiment un modèle qui est plus dédié à la performance ou à l'art numérique. En tout cas, ce que je fais en général quand je crée un projet, c'est que je monte plein de stratagèmes les uns avec les autres. Pour prendre un exemple très art contemporain, en 2017, j'ai été lauréate de la bourse Hors les murs de l'Institut français, qui est vraiment génial parce que là, c'est de l'argent qui nous est donné par mois pour faire une résidence hors les murs, donc dans la ville qu'on choisit. Sauf qu'il faut tout payer, donc se loger, le billet d'avion est payé, mais il faut se loger, etc. Et moi, j'avais combiné ça en postulant à une résidence japonaise, Tokyo Art and Space à Tokyo, où j'étais logée. Et j'avais combiné ça avec une exposition où on me payait le billet d'avion, enfin tout j'ai mis le paquet pour qu'en fait ma résidence soit 100% financée. Et donc souvent c'est en créant des sortes de stratagèmes et en combinant en fait les aides qu'on peut se retrouver dans les conditions optimales. Pourquoi ça fait 2-3 fois que tu nous parles du Japon. Pourquoi Pourquoi ce lien particulier? Justement, un de mes premiers jobs que j'ai eu, c'était un job assez institutionnel où j'ai travaillé au Palais de Tokyo et j'ai été envoyée 2 fois pour faire des projets au Japon en tant qu'organisatrice. Et en fait, je ne comprenais pas la fascination que tout le monde avait pour le Japon. Je trouvais ça cliché. Moi, j'avais été en Chine, j'avais adoré la Chine. Et quand je suis arrivée au Japon, j'ai compris. En fait, je dirais que je me suis reconnue dans une façon d'être qu'ont les Japonais, qui me correspondait assez bien. Et puis ensuite, j'ai été réinvitée en tant qu'artiste pour faire des projets. Donc, c'est un peu malgré moi que le Japon m'a aspirée et que j'ai été réinvitée. Et les Japonais sont aussi assez fidèles dans le travail et dans l'amitié. Donc, c'est souvent qu'on me réinvite aussi. Et donc, petit à petit, j'ai développé des liens très forts. J'y suis allée une 15aine de fois. Et aujourd'hui, jusqu'à l'Expo universelle, qui est vraiment un projet... Comment ça se passe, l'Expo universelle? Comment on te propose ça? Comment ça arrive sur ton bureau, ça? Alors, l'Expo universelle, c'est un concours public très difficile. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais en équipe avec GSM Project, donc avec un studio de muséographie, puisqu'en fait, ce qu'on nous demande de créer, la commande, c'est de créer une exposition. De la réaliser, de suivre la production. Donc, c'est quand même un travail assez conséquent. Et donc, on a décidé de s'associer avec GSM, qui, eux, sont plutôt basés au Canada, avec un bureau en France, pour concevoir ensemble. On avait une vision vraiment assez proche de ce qu'on voulait faire. Et on s'est associés pour proposer le projet. Donc, voilà, ça a été des étapes et des étapes de concours qui, au final, on était... très émue et très contente d'avoir été choisie. Et c'est vraiment une commande, avec plein de contraintes et avec plein de niveaux, des niveaux politiques, de sponsors, de représentation d'un pays. C'est pas comme à la Biennale de Venise où on fait ce qu'on veut. Là, on doit représenter la France. Donc, c'est hyper intéressant aussi de se mettre dans la peau, de se dire c'est quoi la perception de la France et qu'est-ce qu'on veut que les visiteurs perçoivent de la France. Et c'est aussi des typologies d'expositions très particulières. C'est pas des expositions d'œuvres comme on peut avoir dans des musées ou des centres d'art. C'est des expositions où les gens n'ont pas le temps, où il faut que ça parle au plus grand nombre. On a dans la commande de devoir absorber 2500 personnes par heure. Donc c'est pas une commande avec des petits cartels à lire, c'est le flux. C'est vraiment penser que les gens, ils sont là, mais on a très peu de leur attention. Et moi, j'adore ces contraintes. J'adore les commandes en général. Tu as parlé de Image 3.0 du CNAP, mais ce que j'aime, c'est ces cadres comme ça un peu bizarres. Là, en plus, on doit construire l'exposition dans un pavillon qui n'est pas encore construit à l'autre bout du monde. Et il y a vraiment un gros challenge derrière qui moi, m'a vraiment stimulée. C'est intéressant. Du coup, ça se passe comment? Il y a des allers-retours parce qu'effectivement, j'imagine que concevoir ce truc, ça doit être passionnant. Et en même temps, j'imagine qu'il y a plein de problématiques
dont tu ne connaissais pas l'existence avant. Comment ça se passe du coup? C'est quoi les retours Alors en fait, il n'y a pas vraiment d'aller-retour puisqu'en fait, le site est vide et le pavillon n'est pas construit. Donc nous, de toute façon, on attend un peu le dernier moment pour y aller parce qu'il faut attendre que le bâtiment soit livré. Donc ça, c'est assez vertigineux parce qu'en fait, on se demande quelles vont être nos surprises de jour en jour. Et puis, il y a surtout comment formuler cette commande. Et nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment créer un projet artistique. On a été choisi, je pense, parce que ce que la France veut porter, c'est le langage de l'art, et elle veut passer par le langage de l'art et de l'exposition pour porter des grandes idées, des grandes valeurs. Mais il faut trouver comment les mettre en scène. Donc c'est vraiment une commande de mise en scène, sachant qu'on doit intégrer aussi la participation de partenaires, de sponsors, qui ont aussi travaillé sur cette idée d'avoir des valeurs communes, de parler des savoir-faire de chacun. Donc c'est une grande orchestration qui, à la base, est super abstraite, puisque la seule façon de la représenter, c'est de passer par des images 3D, des dessins, des plans, et jusqu'au dernier moment où on se dit, mais est-ce que ça va exister? Et ça existe, et c'est énorme, on a 1200 mètres carrés d'exposition. Et vous allez faire quoi, du coup? Vous présentez quoi? Tu peux le dire ou... Je peux le dire. Donc il y a une grande thématique pour le pavillon de la France qui est un hymne à l'amour, qui n'est pas l'hymne à l'amour. Cet article 1 est très important. Et nous, on l'a vraiment perçu comme cette idée d'un hymne, d'un chant qui fédère les peuples, et de l'amour vraiment dans son sens le plus large de l'expérience de l'autre. Et donc, on a choisi de créer cette exposition comme une sorte de grand remix numérique et musical. D'ailleurs, on travaille avec l'IRCAM, avec les voisins, pour créer toute la bande-son de l'exposition. Et notre idée, ça a été de créer cette exposition autour d'un motif, d'un pattern qui est celui de la pulsation. Donc la pulsation à la fois comme rythme du cœur et aussi comme mesure rythmique de la musique. Et toute l'exposition va vibrer au rythme d'une pulsation constante, ce qui permet aussi de créer la cohérence dans les 8 tableaux différents dans lesquels on déambule. Et pour nous, c'était important que ce soit comme un chemin qu'on traverse, où on monte, on descend, le chemin est plus ou moins sinueux, mais on a une cohérence qui se dessine. Et cette image de l'amour, on n'avait pas envie que ce soit quelque chose de kitsch. En France, c'est vrai qu'il y a beaucoup ce cliché Paris, ville de l'amour, et on voulait sortir de tous ces clichés un peu kitsch pour aller vers quelque chose de beaucoup plus contemporain et de beaucoup plus inattendu pour le public. Donc ça va être une installation très numérique, où on va vraiment traverser des environnements. Et on introduit aussi, c'était important pour moi qu'il y ait cette idée de dénominateur commun entre les êtres humains et les autres formes de vie. C'est quelque chose qui est très présent dans mon travail. Et la pulsation, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve chez les plantes, les arbres. Donc dans cette exposition, ce qui est vraiment important, c'est qu'il y a aussi un jardin, qui est une séquence de l'exposition qui n'est pas un jardin décoratif, mais qui porte un vrai propos, avec la rencontre mise en scène dans un bassin d'eau, de pulsations humaines et de pulsations d'un arbre qui vont venir créer comme ça un tableau qui va se refléter, qui va refléter tout l'environnement. Donc c'était vraiment cette idée de sortir des écrans aussi. Il n'y a aucun écran quasiment dans l'exposition, puisque on estime que quand les gens se déplacent dans une expo universelle, ils viennent pour voir quelque chose de physique, et d'avoir toute cette grande envolée rythmique qui entraîne les spectateurs, les visiteurs, et qui donne envie d'en savoir plus sur la France. D'accord. Et si, du coup, parce que là, on est sur une prod, évidemment, qui est... Du coup, j'aimerais bien qu'on redescende d'échelle, peut-être, pour parler de toi, comment tu finances, que je connais ton travail, on est quand même sur des grosses productions. Faire des jeux vidéo, c'est quand même des trucs qui coûtent cher. Comment tu fais pour financer ces trucs-là? Alors, comme je disais précédemment, en général, c'est plusieurs de petites briques qui se montent ensemble. Je pense qu'il faut... Souvent, je reste ouverte aux opportunités. Il y a souvent des gens qui vont nous solliciter pour est-ce que tu n'aurais pas un projet dans lequel je pourrais t'accompagner? Donc déjà, je reste très ouverte à toutes les possibilités. Et souvent, je combine plusieurs choses possibles. Peut-être pour parler d'une installation que j'ai beaucoup montrée ces dernières années, Supraorganisme,
qui a été donc coproduite avec Station Mir, Interstice à Caen. Ça a été tout un enchevêtrement de partenariats, puisqu'à la base, c'était un projet musical, donc pour une performance avec une compositrice estonienne et un ensemble musical TM+, pour qui je crée un spectacle. Mais en fait, cette installation, elle avait aussi une vie en tant qu'installation plastique. Et c'est en associant différentes institutions et notamment le ZKM, le Centre des Arts de Karlsruhe, qui depuis a acquéri la pièce, qui m'a invité à être en résidence. Et donc, c'est en combinant toutes ces coproductions, ces aides, ces soutiens. Et puis en fait, une fois qu'il y en a 2-3, il y en a plein d'autres qui arrivent. L'Institut français d'Allemagne, qui, voilà, ils viennent avec 2 000, 3 000 euros, mais c'est génial. Enfin, pour nous, c'est... Et donc, en fait, souvent, c'est en combinant des opportunités. Ces dernières années, j'ai aussi eu la chance d'être professeur invité au Fresnoy. Et quand on est professeur invité, on accompagne les étudiants, mais on a aussi une œuvre qui est produite avec un budget qui est quand même conséquent et qui permet déjà d'avoir une super enveloppe pour développer une œuvre. Donc tu parlais de jeux vidéo, la dernière pièce que j'ai créée, Chimera, c'est un jeu vidéo que j'ai créé dans le cadre de cette invitation. D'accord. Et justement, est-ce que tu peux nous raconter comment apparaît un sujet de travail pour toi ? Comment ça se passe ? Est-ce que tu as une méthodologie ? Enfin, comment ça se construit, ça ? Alors, je dirais que c'est assez organique. Souvent, je dirais que ça part beaucoup de rencontres. Notamment, j'ai beaucoup travaillé avec des laboratoires scientifiques, et notamment au Japon. Et ça va être des découvertes, par exemple, qui vont me marquer et auxquelles je vais penser, et ensuite je vais me dire mais en fait on peut aller plus loin. Ce qui m'intéresse dans la relation entre l'artiste et le scientifique, c'est quand on arrive à créer une vraie relation. C'est-à-dire que l'artiste ne va pas être là pour illustrer par exemple une thèse scientifique, et le scientifique et non plus prendre une technologie comme ça un peu gratuitement, mais l'idée c'est vraiment de créer ces points de recherche et d'ancrage ensemble. Et je dirais que ça, c'est des choses assez fortes qui sont revenues ces dernières années. Et puis parfois, à l'inverse, comme ça, des intuitions fortes autour desquelles on travaille et autour desquelles on va chercher. Et c'est aussi parfois d'être attentif à l'inattendu. C'est-à-dire on cherche quelque chose, on veut créer quelque chose, et puis il y a une autre chose qui se passe. Et en fait, c'est ça l'œuvre. Et ça m'arrive très souvent, de chercher dans une direction et de trouver ce que je ne cherchais pas, mais que je cherchais. T'acceptes ça, que le travail change de sens, change de gueule, et que le travail A disparaisse pour un travail B, ça te pose pas de problème ? Ouais. Comme retoucher une vidéo 5 minutes avant la première quand le public rentre sur scène. Ouais, j'aime bien je m'autorise cette souplesse, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus ennuyeux que d'avoir planifié un projet de A à Z et de le réaliser. Et justement, c'est les accidents, c'est l'erreur, c'est le bug qui amène quelque chose de la vie. Et donc, je pense que c'est ces accidents parfois qui renforcent l'âme des projets. Et c'est pas forcément systématique, mais je trouve qu'il faut se laisser le temps de créer les choses. Et c'est pour ça que j'aime bien créer en résidence aussi, en ayant des moments de travail privilégiés où on est concentré et où on va essayer d'aller jusqu'au bout de ce qu'on veut faire. Est-ce que tu peux nous parler aussi de comment tu vis l'environnement créatif ? Est-ce que justement tu as peur d'être trop influencé, ou au contraire tu aimes bien regarder pour te tenir loin des projets ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a une porosité, ou est-ce que tu essaies de te tenir loin ? Non, je vais voir beaucoup d'expositions, beaucoup de spectacles. Ouais. Non, je trouve que c'est important déjà, j'adore voir ce que font les autres, et puis même d'en parler avec eux. Et il y a des œuvres incroyables et des expositions incroyables. Et je pense que on a quand même cet engagement en tant qu'artiste de se positionner dans une histoire de l'art. Et en fait, si on ne sait pas ce qu'il y a autour de nous, c'est compliqué. Et de trouver la position juste. Donc, non, je vais voir des choses.
Je suis très geek des expositions où ça m'arrive de faire un week-end et de voir les 10 expositions dans la même ville. Et j'adore cette boulimie de musée. Souvent, c'est sur des périodes comme ça resserrées et je trouve que c'est important quand même de suivre tout ce qui se passe. Ça ressemble. Tu me laisses? J'y vais tout seul? Je te laisse. Ça ressemble à quoi une journée de travail type pour toi? Comment ça se passe en fait, tout ce que tu fais entre les moments où tu es prof, les moments où tu bosses. Enfin là, en ce moment, j'imagine que c'est un peu renversé parce qu'il y a une échéance, mais globalement, ça se passe comment? Déjà, est-ce que tu es accompagné? Tu as un assistant, une assistante, quelque chose comme ça? Alors, j'ai un atelier, déjà, qui est à Pouche, à Aubervilliers, dans lequel je travaille, mais pas forcément tous les jours, puisqu'en ce moment, je travaille beaucoup à distance, sur des fuseaux horaires différents, donc souvent, j'ai plein de choses à faire le matin, tôt. J'essaye vraiment de compartimenter tout le travail un peu de production et le travail de création, mais c'est pas facile. Je dirais que moi je me lève assez tôt, j'aime bien travailler le matin, je vais à mon atelier, souvent j'ai des choses à faire, beaucoup je trouve que j'ai trop de comment dire, de production dans le sens d'envoi des œuvres, de réception des œuvres. Et parfois, c'est dur de se concentrer sur la création et c'est pour ça que j'aime bien avoir ces périodes en résidence ou ces périodes où vraiment je me concentre sur quelque chose et où je me coupe un peu du monde. Mais c'est toujours, en tant qu'artiste, on fait tout. On fait sa communication, on fait... Et donc, depuis cette année, j'ai une studio manager qui m'accompagne et ça m'enlève beaucoup de charge mentale et c'est vraiment super. D'avoir cet accompagnement et puis ne serait-ce que d'avoir quelqu'un à qui parler des projets. Moi, j'ai jamais fantasmé sur le modèle de l'artiste tout seul, l'artiste peintre maudit dans son atelier qui écrit des poèmes. Et c'est pour ça que je suis très contente d'être à Pouche, c'est-à-dire que si j'ai envie de voir quelqu'un, je sors, je vais dans un autre atelier, je vais discuter 5 minutes. Et en général, mon travail, il est plutôt collaboratif. Donc, dans mon atelier, c'est un peu la gestion de la vie de tous les jours, mais moi, ce que j'adore, c'est quand je pars monter une installation et qu'en fait, là, par exemple, je vais exposer au MAC à Lyon et on va en profiter avec un de mes collaborateurs pour développer un système de capteurs pour qu'en fait, l'installation ne tourne pas les grands après-midi où il n'y a personne. Donc, en fait, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est conservation des œuvres numériques. C'est vraiment un sujet qui me passionne. Et en fait, j'adore aussi penser la pérennité de ce que je fais. Donc, il y a aussi beaucoup de travail sur la création des œuvres, la production, mais aussi sur leur entretien et sur la façon de faire en sorte qu'elles puissent toujours fonctionner dans 100 ans, 200 ans, 300 ans. Et donc, je passe du temps aussi sur ça, faire des protocoles, faire des fiches d'actualisation des œuvres. Et... L'ensemble de ces casquettes-là, parce que moi je n'ai rien depuis le début, parce que je suis un peu, j'ai un peu 1 million de questions. Et par exemple, l'ensemble de ces casquettes-là, c'est un travail que tu fais solo, ou c'est un travail où pour lequel tu es toujours accompagné par d'autres gens, par les situations, parce que tu parles beaucoup de collégialité, de groupes, de collectifs, et que tout ça c'est un peu plein de projets. Et tu sembles avoir vite embrassé une casquette plurielle et peut-être plus de chef de projet et d'intention, etc., que le classique, comme tu le disais, le peintre tout seul dans son atelier qui peaufine son médium de manière hyper solitaire. Et dans la diversité de choses à produire, etc., à faire, entre des trucs peut-être plus administratifs et plein d'autres questions techniques et ainsi de suite, ainsi de suite. Comment ça se passe, quoi? Comment tu parles de tout ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi lié beaucoup à tes médiums? Oui, en fait, dès lors qu'on travaille avec des nouvelles technologies, il y a plein de choses que je fais moi-même et puis il y a plein de choses où je pourrais pas aller au bout correctement moi-même. Par exemple, pour prendre le travail sur le jeu vidéo, je pourrais créer la majorité des choses moi-même. D'ailleurs, j'aime bien tout ce qui est les petits travaux, les petites choses à faire, de vraiment, par exemple, trier des datasets, faire ce travail de
presque de travail du clic. J'adore ce genre de choses et je trouve que c'est des détails qui changent tout dans les œuvres. Mais par exemple, voilà, quand on crée un jeu vidéo, c'est super. Moi, j'ai fait plein de choses dans le jeu, mais en fait, au bout d'un moment, il faut être sûr qu'il marche. Et en fait, on peut pas faire l'économie de se dire mon jeu doit être prêt à temps. Et donc, c'est aussi des médiums qui demandent à ce que à interagir avec d'autres personnes, mais qui viennent renforcer le projet. Et une fois que voilà, j'ai mon scénario, je sais ce que je veux faire et j'ai déjà commencé la prod, bah c'est toujours hyper intéressant et enrichissant de, en complémentarité, venir échanger avec d'autres intervenants à différents niveaux. Et je trouve que ça enrichit aussi les projets. Et c'est beaucoup plus intéressant que de tout faire toute seule, comme une geek sur mon ordinateur. Ouais. Et donc je pense que ça tient vraiment au médium et au fait aussi que j'ai plutôt envie de travailler avec d'autres personnes que de tout faire toute seule. Mais après, la plupart de mes projets, je les gère 100% solo. Et toute une grande partie de la création aussi. Je pense que ma pratique a beaucoup évolué, mais par exemple, aujourd'hui, pour tout ce qui est performance et spectacle vivant, tous les projets que je réalise, je fais de la 3D et je fais tout toute seule. Et ça prend énormément de temps, mais j'adore ça. Et donc, voilà, la nuit, je lance des rendus sur 3 ordinateurs, ça fait du bruit. Et j'aime bien dans la création ce côté maniaque de faire les choses et d'aller jusqu'au bout. Et en même temps, il y a des moments où j'ai besoin de respirer et d'être avec d'autres gens. Et c'est pour ça que je collabore aussi avec des compositeurs. L'année dernière, on a fait un grand Android Opéra à Tokyo et il y a 2 ans au Théâtre du Châtelet. Et c'est là que, je trouve c'est génial quand on crée un spectacle collectif où il y a à la fois de la musique, de la robotique, moi toutes les images, et puis en fait c'est de la mise en scène avec de la lumière. J'aime bien ce moment où les choses arrivent et tangibles. Le moment peut-être que j'aime le moins, c'est alors pas pour la scène, mais pour les expositions, c'est peut-être le vernissage. Où finalement on est moins dans la création et dans le travail en train de se faire et on est moins dans les trouvailles, on est un peu dans la fixation d'un truc fini. C'est peut-être le moment qui me plaît un peu moins. D'accord. Et ça, c'est une pratique que tu as développée presque en autodidacte une fois tes diplômes passés, parce que j'imagine que c'est pas tout à fait l'enseignement qui est distribué dans une formation classique d'art en fait. Oui, l'école d'art ça m'interroge. L'école d'art que j'ai faite, elle était très classique entre peinture, sculpture. Moi, je faisais beaucoup de vidéos. J'essayais vraiment d'aller voir ce qui se passait derrière l'image, de repousser les frontières de l'image. Et un jour, j'ai eu un laboratoire 3D par une femme en plus. Donc, je pense Virginie Sebag, ça a été aussi peut-être quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée. Et en plus, ce qui était trop cool, c'est que c'est elle qui avait modélisé tous les objets du jeu vidéo Égypte. Je sais pas si tu y as joué, Thibaut. Égypte sur CD-ROM. Moi, oui, j'y ai joué. Toi, tu y as joué? C'est possible. Oui. Je suis pas. Moi, j'étais super admirative de tout ça. Et de savoir que moi, je pouvais retrouver ce processus de modélisation. En plus, il y avait une dimension patrimoine, histoire de l'art dans le jeu vidéo. C'est quelque chose qui m'a beaucoup influencée. Après, c'est très dur. La 3D, la programmation, faire des scripts, c'est des choses petit à petit que j'ai appris, mais j'ai mes limites. Oui, non, bien sûr, mais c'est encore une fois, voilà, c'est des choses qui sont arrivées par ton envie, qui ont été développées par ta pratique, et ça, et pas tellement par un enseignement. Mais c'est ça, c'est assez autodidacte. Ouais. Après, souvent, j'ai des gens aussi qui m'ont montré. Et en fait, la 3D, par exemple, je m'y suis beaucoup remis pendant le confinement. Pendant le confinement, j'avais décidé de poster une image sur Instagram tous les jours du confinement en 3D. C'était super dur parce que faut quand même tenir le challenge. Donc, je regardais des tutos toute la journée. J'avais que ça à faire, c'était le confinement. Mais je regardais des tutos toute la journée. Et en fait, ça m'a fait faire un bond. Et c'est vraiment le temps qu'on consacre aux choses. Et voilà, l'année dernière, je me suis mis sur Unreal Engine. Et pareil, j'ai passé des heures et des heures. Et en fait, c'était génial. Et il y a aussi un workshop que j'anime en école d'art de façon ponctuelle en collaboration avec Damien Baïs, qui est un workshop autour du jeu vidéo qui s'intitule Atmosphère simulée. Alors c'est pas vraiment un jeu vidéo dans le sens avec de l'interactif, mais c'est plutôt une atmosphère simulée, donc un environnement. Et donc en fait,
le workshop dure une semaine et on apprend aux étudiantes et étudiants on leur apprend à faire leur environnement et donc de A à Z, ils ont un résultat, un logiciel à la fin et on les publie sur Itch.io, sur une plateforme de jeux vidéo indépendants. Et ce qui est génial dans ce processus, c'est que nous, les artistes, on a des façons de faire de la 3D, d'utiliser des moteurs de jeu qui sont un peu du hacking, dans le sens où on va pas forcément passer par la voie parfaite, mais on va trouver des trucs qui vont nous permettre d'avoir un résultat assez vite. Et en fait, c'est ça qui est intéressant dans nos doubles profils, c'est que moi, parfois, je prends des raccourcis où je vais direct à l'essentiel pour des choses qui vont intéresser des plasticiens, sans passer par le cours de 3D où on fait une ligne. Ah ouais. Et ça, c'est super chouette de pouvoir transmettre ça aussi. Et cette expérience en école d'art, elle est vraiment importante. Et en fait, on s'aperçoit au bout d'un moment même que les étudiants, ils ont regardé des tutos la nuit et qu'ils ont fait des trucs incroyables et qu'ils nous apprennent des trucs aussi en retour. J'imagine aussi que quand tu fais... des expositions comme ça, avec des projections, avec des jeux vidéo, avec des machins, tu dois avoir des installations parfois un peu complexes, ou en tout cas tu dois pouvoir vivre des aventures rocambolesques, parce que c'est pas rare qu'on voit un commissaire d'expo partir acheter une carte graphique à 2h du matin sur Le Bon Coin. Mais du coup, toi, est-ce que tu as des choses comme ça à nous raconter? Des anecdotes? Une anecdote, un truc pas du tout préparé, que j'essaie d'amener finement. Alors, je vais en dire 2 parce que la carte graphique, ça me parle. Ah. Alors non, mes installations sont toujours très bien préparées. Il y a une fois où j'ai eu des problèmes d'électronique, mais c'était lié à un changement très particulier de pâte de soudure de LED et ça ne se reproduira plus, mais ça avait été bien stressant. Non, récemment, j'ai une carte graphique qui a cramé. Mais c'était conceptuel aussi, puisque c'est ce jeu vidéo que j'ai créé au Frénois et qui est en fait un environnement numérique où des avatars vivent leur propre vie. Et en fait, toute l'atmosphère du jeu est connectée à l'activité de la carte graphique. Donc en fait, au début, on est dans un environnement qui est très chaud et toutes les créatures sont en train de ramper parce qu'elles ont chaud. Et au fur et à mesure que le joueur va avancer et va venir déclencher des portails, en fait, il va retirer des couches de rendu dans l'image et l'atmosphère va se refroidir, mais on va aller vers une image qui est de plus en plus simplifiée. Donc c'est un peu comme déshabiller l'anatomie du jeu vidéo pour aller jusqu'à la fin où on enlève les textures, on enlève tout jusqu'au wireframe, on est dans la structure de l'image, mais c'est là que en fait on a gagné. Et c'était la première fois que je présentais cette pièce et on s'est aperçu que en fait le monde le plus chaud, qui est le plus sollicitant pour la carte graphique, en effet il a tourné toute la journée quand il y avait personne et donc on a eu une sursollicitation et la carte graphique a cramé et en même temps c'était complètement le concept. Mais d'où l'importance aussi de penser les œuvres lorsqu'il n'y a personne dans l'exposition. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a ouvert la voie en me disant il faut vraiment qu'on arrive à soulager les composants électroniques. Donc avec le ZKM, on est en train de mettre en point un système pour justement penser à ça. Et l'anecdote que j'avais préparée, pas vraiment préparée, mais c'était plutôt dans le genre drama qui peut arriver quand on voyage à l'étranger. Un jour, juste après le Covid, j'ai exposé en Corée du Sud et quand je suis arrivée à l'aéroport, donc on devait faire un test Covid pour savoir s'ils nous laissaient passer ou pas. Et en fait, mon test était positif. Donc c'était compliqué parce que j'exposais dans une triennale. Les gens de la triennale m'attendaient dans un hôtel à côté de l'aéroport. Et en fait, j'ai été déportée dans un treatment center. Et donc j'ai passé une semaine entre la prison, c'était une genre de prison-hôpital, dans lequel j'étais complètement confinée. On a essayé de contester parce qu'en plus j'étais pas malade, mais à cette époque-là ça rigolait vraiment pas. Et donc j'ai été confinée pendant une semaine où j'ai raté le vernissage, les interviews, tout ce que je devais faire. J'étais toute seule, je devais choisir mes habits que j'allais garder et ceux que j'allais devoir brûler à la fin de mon séjour parce qu'il fallait brûler ce qu'on avait porté. Et donc c'était vraiment très dystopique. Et j'avais la sonnette pour prendre les repas devant la porte. C'était vraiment science-fiction.
Ce qui a fait que je devais, en fait, à ma sortie, ils m'ont dit, est-ce qu'on te prend ton billet d'avion pour quand tu sors, tu repartes? Je dis, non, là, c'est vraiment, j'ai perdu ma vie, quoi. Donc, je suis restée 3 jours et j'ai fait en 3 jours, la tournée de ce que je devais faire en mode hyper speed. Mais ensuite, j'avais le vernissage d'une expo solo en Allemagne que j'ai aussi raté. Donc, j'ai envoyé mon stagiaire et mon petit frère pour monter l'exposition à ma place. Donc, ça a été comme ça une hécatombe, un déclenchement de tous les vernissages que j'ai ratés suite à ça. Et c'était vraiment très dystopique avec les combinaisons blanches, les masques. Ils nous ont emmenés dans ce minibus. Moi, je savais pas où on allait. Je leur demandais, mais on va où? Treatment Center. Mais je savais pas ce que c'était un Treatment Center. Je savais pas à combien d'heures de Séoul on allait. Et donc voilà, parfois on se retrouve dans des situations... Et là, c'est drôle parce que tout le monde m'a dit, mais t'en feras une œuvre. Non, j'ai pas très envie d'en faire une œuvre. Mais c'est rigolo parce que tu en parles avec beaucoup de sérénité. Et là où des anecdotes, toi tu racontes la même chose, tu pleures encore aujourd'hui. Non, en vrai, voilà, c'était une semaine, j'avais le wifi et j'ai regardé des séries sur Netflix. Non, j'ai vachement travaillé en fait cette semaine-là. Je me suis dit, allez, je vais faire plein de recherches. Mais c'était angoissant, très angoissant. Est-ce que tu aurais très directement, des conseils entre guillemets à donner, des astuces sur comment présenter son boulot, comment répondre à des dossiers, etc. Parce que j'imagine que t'as ton master de management, structure culturelle, etc. J'ai oublié l'intitulé. T'as donné aussi beaucoup de pistes sur ce qui était attendu aussi sur ces exercices-là très particuliers de monter un dossier pour une résidence, pour un appel à projet, etc. Qui sont aussi des choses qui sont peu ou pas abordées dans les formations classiques artistiques. Et comme c'est quand même souvent une façon, un des modèles pour donner vie à sa pratique artistique et d'en vivre, etc. Et voilà, est-ce que tu as ma première recommandation, ce serait d'effectivement de faire des dossiers. Parce que parfois on se dit, on hésite. Et en fait, c'est toujours bien de le faire. Alors, faut le faire bien parce que c'est des gens qui voient notre travail. Moi, ça m'est arrivé très souvent de pas être sélectionné pour des prix ou pour des résidences, mais ensuite d'être rappelé parce que c'est des gens qui voient notre nom, qui lisent notre projet. Et donc je pense que c'est important de le faire et de vraiment se mobiliser pour le faire et se forcer. Le deuxième conseil, ce serait peut-être de pas hésiter, si on n'est pas sûr de son projet, de vraiment dessiner les contours de son projet, mais de s'autoriser à se dire peut-être que je changerai de projet. Faut qu'on écrive quelque chose qui est bien, qui est sérieux. Il faut que ce soit documenté avec des repérages, montré parfois aussi parce que j'ai été aussi jury pour des prix et ce qui manquait peut-être parfois dans les dossiers, c'était de donner à voir ce que ça allait être quand c'est vraiment des résidences de production. Et je pense qu'il faut pas hésiter à créer quelque chose pour peut-être s'en détacher si jamais on a l'opportunité de sélectionner. Parce que moi, c'est des choses qui m'ont bloqué, de me dire mon idée, c'est pas tout à fait ça, je sais pas, mais il faut quand même y aller, faut se lancer. Et c'est banal comme conseil, mais les lettres de recommandation, c'est important aussi et puis ça fait plaisir aux gens. Enfin, moi, je vois mes étudiants qui me demandent des lettres de recommandation, ça fait toujours plaisir de les écrire. En tout cas, c'est chouette de pouvoir, quand on lit un dossier aussi, de situer la personne, son environnement. Et ça peut être des lettres de recommandation de partout et de tout horizon. Moi, j'ai postulé à des résidences avec des lettres de recommandation. C'est même pas des lettres, des mails. Un mail de scientifiques avec qui j'avais envie de travailler, mais c'est toujours ça. J'ai eu des résidences avec des lettres de recommandation de musiciens. C'est pas forcément des super commissaires, curateurs institutionnels, ça peut être plein de gens, et c'est même étonnant quand c'est quelqu'un à qui on s'attend pas. Et je trouve que c'est des belles façons de montrer notre environnement et les gens qui nous environnent et qui soutiennent le travail. Et aussi de faire attention aux textes, des textes trop longs. On sait que les gens ont beaucoup de dossiers à lire, peuvent pas tout lire, donc aller aussi à l'essentiel, aller vers quelque chose qui est assez vite, la mise en page, le graphisme, quelque chose d'assez où on comprend l'essence. Et des astuces pour digérer l'échec de ces dossiers?
Moi, parce que si je te suis, c'est d'être de pas être frileux et frileuse, quoi. C'est-à-dire de toute façon des dossiers, en vrai, il faut en faire 10 pour en avoir un, 100 pour en avoir 10, etc. Sincère. Donc, faut toujours être sincère et être honnête et vraiment aussi trouver ce qu'on a envie de faire. Pas essayer de se conformer à une mode, mais vraiment ce qu'on a envie de faire et pas se dire ouais, je vais prendre tel sujet parce que c'est la mode et je vais être pris. Non, faut vraiment faire ce qu'on a envie. Et les refus, moi j'ai eu plein de refus aussi et à chaque fois ça m'a un peu contrariée parce que ça fait jamais plaisir un refus, mais ça m'a donné une espèce de force. D'autant plus quand tu mets de la sincérité, une forme d'intimité aussi, etc. Mais il faut essayer d'avaler cette contrariété pour la retourner et en faire une force. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois de pas avoir telle résidence. Et j'étais là, mais je vais quand même le faire, mon projet. Et j'ai trouvé d'autres sources pour le faire. Et après, j'étais bien contente de l'avoir fait en me disant, ouais, j'avais pas besoin de... D'accord. Non, mais c'est dur, mais en fait, il faut prendre cet échec pour avancer et pour mettre encore plus de force dans ce qu'on fait et voilà, et faire que les choses... Et en fait, ce qui est génial quand on écrit un projet, c'est qu'on a un projet aussi, donc on peut aussi recycler les projets. Et ça, je trouve que c'est assez malin quand on a vraiment passé du temps à écrire... de recycler cette écriture pour faire d'autres choses. Oui, de reformuler, ça rejoint ce que tu disais avant, où tu es toujours... t'acceptes toujours assez bien les changements de forme, les modulations, etc. Et puis ce que je disais, parfois, il y a des gens qui viennent et qui disent « Ah, j'ai trop envie de soutenir, t'as pas un projet ?» Et t'es là « Mais si, j'en ai un !» Et tu ressors le projet et c'est jonglé comme ça. On va sur réseau diffusion parce qu'on a. Oui, on a éclaté le temps, je pense. Ouais. Bah oui, tu disais, j'ai un ou une studio manager ou manageuse. J'imagine que c'est beaucoup de son activité aussi de s'occuper de la com, etc. Des relances, non? Non, la com, c'est moi, j'adore ça. Ah ouais, toi tu. J'adore les réseaux sociaux depuis longtemps. Non, moi j'adore ça. Je trouve que c'est trop bien et c'est tellement. Il faut tellement une justesse dans ce qu'on écrit, que c'est quelque chose que j'ai du mal à confier. Et depuis les Beaux-Arts, je fais des sites internet. Alors là, mon site internet est très classique parce qu'en fait, au bout d'un moment, il faut que les gens puissent trouver les infos. Mais je faisais des sites sur Flash avec des animations, tout ça. Enfin, internet, ça a toujours été. J'ai fait mon premier site web quand j'avais 13 ans sur Netscape Composer et ça a toujours été des choses que j'aime faire parce que naturellement, j'ai grandi aussi avec ça. Mais après, c'était la question des réseaux, des internet et de la visibilité. Nous, c'est ça, ouais. Les vernissages, est-ce que c'est important ou est-ce que... Les vernissages. Ah, en fait, moi, j'ai du mal à solliciter les gens. Je sais pas faire. Mais par contre, quand on me sollicite, je suis toujours présente et je réponds. Et par contre, mon site web est toujours très à jour. Je trouve que c'est important puis parce que j'aime bien faire ça, en fait. Donc, c'est peut-être pas... Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me trouvent via mon site internet. Et puis, les vernissages, j'aimerais bien en faire plus. Mais souvent, je suis dans ma grotte. Et puis, j'ai du mal à me tenir informée de tout ce qui se passe. C'est souvent que je rate les infos. Mais j'adorerais faire plus de vernissage. En tout cas, je pense que ce qui est important, peut-être au-delà de l'idée peut-être de réseautage, c'est de conserver une qualité de relation avec les gens avec qui on a travaillé. Et de les tenir informés, parce que c'est important. Moi, j'ai une newsletter que je fais depuis plusieurs années, parce qu'un jour, on m'a dit « T'as pas de newsletter, ça va pas du tout ». Et en fait, c'est des outils que j'aime bien. J'aime bien parce que ça formalise quelque chose, et puis ça même moi, ça m'aide à m'y voir clair, de faire des listes de projets, et un peu comme dans des cabinets d'architecture où ils font des analyses. Dans ce carnet, j'ai combien j'ai fait de projets en 2024, faire des listes pour se rendre compte aussi de ce qu'on fait, parce que la vie d'artiste, c'est tellement un engrenage que de compter combien on a fait de résidences, combien on a fait de conférences, de talks. Moi, je fais beaucoup d'interventions. Et c'est vrai que de prendre le recul à certains moments, de se dire « Waouh, cette année, j'ai fait 50 talks, c'est incroyable ». Et c'est chouette de pouvoir avoir une analyse sur ce qu'on fait. Donc voilà, j'essaye de tenir tout ça à jour.
Là, c'est le moment un petit peu du fil de l'amitié, de savoir si c'est possible que tu nous recommandes quelqu'un pour une future invitation. Et est-ce que tu aurais quelqu'un à nous recommander? Alors, j'ai une très bonne recommandation. J'espère qu'ils ne sont pas encore passés, mais je ne crois pas. C'est Lek et Sowat, qui sont... donc, c'est des peintres, graffeurs, vandales, que j'adore, que j'ai rencontrés quand ils étaient en résidence à la Villa Médicis. Et eux, ils viennent vraiment du milieu du graphe, mais ils ont hacké le monde des institutions. Enfin, ils en parleront très très bien. Et ils ont notamment eu cette commande pour le Centre Pompidou lors des travaux, avec le grand mur qui était du côté de l'entrée du personnel. Et ils ont une très belle philosophie. On se rejoint sur plein de sujets, malgré le fait qu'on soit extrêmement différents. Et eux, c'est hyper intéressant. Je pense que vous allez avoir plein de surprises. Et voilà, je vous les recommande. Eh ben super, tu pourras nous mettre en relation. Bien sûr. Oh, super, trop cool. Bien, écoute, Justine, merci beaucoup. Merci, oui. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bisous, bisous. Merci beaucoup pour votre écoute et votre attention. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pourrez retrouver toutes les informations et travaux de Justine sur son site justinemar.com, mais également sur son Instagram @justinemar. Un grand merci à Cyril et ses équipes qui nous accueillent au Centre Pompidou et assurent la réalisation technique de ce podcast. Merci à Paul, notre monteur, qui travaille sur nos épisodes. Un grand merci à Olivier Schloberg pour le générique. Comme d'habitude, les informations et actualités de Sans Titre sont à suivre sur notre Instagram @sanstitre.cast. Tous les épisodes sont disponibles sur YouTube ainsi que sur les plateformes audio telles que Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Un grand merci pour votre écoute et votre soutien. À bientôt. Bisous.